Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau point lecture. Donc comme d'habitude, 3 livres. Alors le premier livre que j'ai lu, c'est Témoin de Agatha Christie aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est un Hercule Poirot. Les Hercule Poirot, ce sont les Agatha Christie que je préfère en fait. C'est principalement ceux que je lis. Je me dis que tant qu'il me reste des Hercule Poirot à lire, voilà, je commence par cela. Quand j'aurai vraiment lu tous les Hercule Poirot, déjà on est loin, je m'attaquerai aux autres, même si j'ai lu un ou deux Miss Marple. Donc dans Mamet, en fait, on trouve une vieille dame anglaise qui est retrouvée morte. Alors qui est retrouvée morte, mais pas, voilà, qui a l'air d'être morte de vieillesse. Et elle a laissé tout son héritage en fait à sa gouvernante, sans rien laisser à ses héritiers, on va dire, plus légitimes, comme il y a ses nièces et neveux, puisque c'est une vieille dame qui n'a pas d'enfant. Sauf que Hercule Poirot reçoit une lettre de cette vieille dame avec un truc qui s'est passé un peu avant. Elle se pose des questions, il n'y a rien d'écrit dans la lettre, voilà, c'est absolument incompréhensible. Et du coup, Hercule Poirot, qui lui comprend tout très rapidement, décide d'enquêter et se demande si elle est vraiment morte de vieillesse. Donc, bien évidemment, non, elle n'est pas morte de vieillesse, sinon il n'y a pas trop d'histoire. Mais voilà, donc on se retrouve avec comme suspects principaux les nièces et neveux, arrivistes, voilà, flambeurs, etc. La gouvernante qui quand même a fini par hériter de toute la fortune de la vieille dame, qui a l'air un peu simplette, voilà. Donc on suit en fait le point de vue d'Hastings, qui est, voilà, que je trouve est un des meilleurs points de vue. Dans cet Hercule Poirot là, on a vraiment Hercule Poirot dès le début. C'est-à-dire qu'il y a certains Hercule Poirot où Hercule Poirot est plus un personnage secondaire que vraiment un personnage principal. Dans celui-là, c'est pas le cas, donc moi ça me plaît toujours. J'ai pas trouvé l'assassin. Voilà, j'ai eu 2-3 pistes qui m'avaient semblé plausibles, mais l'assassin lui-même et le motif, absolument pas. Même si bon, maintenant j'applique le principe de ce que Hastings dit est forcément faux. Mais non, j'ai quand même pas réussi à trouver l'assassin, donc j'étais très contente de cette lecture. Ensuite, j'ai lu voilà, le premier tome en fait de la Comédie humaine de Balzac, que je vous avais présenté la dernière fois. Donc en fait, je vous avais dit que j'avais acheté la Comédie humaine en intégrale d'occasion sur le Bon Coin. Ça vaut rien, hein, c'est joli, mais c'est pas très cher. Je crois que les 25 tomes ont coûté 35 €, un truc comme ça. Parce que j'adore Balzac et que je voulais avoir la Comédie humaine en beau livre qui se conserve bien. Donc là, dans le premier tome, on a La maison du chat qui pelote, Le bal des sots, Mémoire de deux jeunes mariés et La bourse. Donc ce sont 4 textes. À part les Mémoires de deux jeunes mariés, ce sont des nouvelles, ça fait moins de 100 pages. Mémoire de deux jeunes mariés fait plus de 100 pages, je crois qu'il en fait 200, il me semble. Personnellement, j'ai adoré surtout les deux sur lesquels je vais m'attarder, c'est La maison du chat qui pelote et Le bal de Sceaux. Donc en fait, dans ce tome-là, toutes les histoires, enfin surtout les 3 premières histoires, parlent en fait du mariage et de la vie des jeunes filles et puis des jeunes femmes, et essayent de comparer à chaque fois 2 femmes qui ont choisi en fait l'une un mariage de passion, d'amour, et l'autre un mariage de raison. Et voilà, donc c'est voir un petit peu ce qui arrive aux jeunes femmes. Il y a une morale un petit peu derrière. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est surtout dans La maison du chat qui pelote et dans Le bal de Sceaux, c'est justement ces personnages féminins principaux qui veulent se marier par amour, qui ont une grande passion qui, comme pratiquement toutes les passions, est destructrice. Voilà, donc dans La maison du chat qui pelote, on va retrouver en fait une jeune bourgeoise, donc, dont le père tient un magasin de draperie, qui va tomber amoureuse d'un noble artiste
donc qui n'est pas du tout de sa condition, mais lui aussi est tombé amoureux d'elle et donc il décide de se marier. Et en comparaison, on va voir sa sœur qui, elle, a épousé l'apprentie de son père, donc quelqu'un qui va pouvoir tenir le magasin, voilà, qui va... Enfin, c'est un mariage de raison puisque deux ne s'aiment pas plus que ça. Donc dans cette histoire-là, on a la comparaison entre ces deux mariages. Et dans le bal de Sceaux, en fait, on a une jeune fille qui vient d'une famille aristocrate, d'une vieille famille noble, qui elle est la benjamine de sa famille et qui ne veut pas faire comme ses frères et ses sœurs, des mariages qui sont pour elle pas à la hauteur de son éducation, de son niveau social, puisque ses sœurs et ses frères, enfin surtout ses sœurs, ont épousé des magistrats, des médecins ou des nouveaux riches, donc des gens qui sont obligés de travailler pour vivre, vous vous rendez compte. Donc elle ne veut épouser qu'un pair de France, mais en plus d'être pair de France, il faudra aussi qu'il soit beau, intelligent, drôle, sympa, enfin voilà, elle a toute une liste dans sa tête, elle ne veut épouser que son homme idéal. Et un jour, elle rencontre un jeune homme au bal de Sceaux, qui correspond à tous ces critères, sauf que personne ne sait qui c'est, donc elle ne sait pas si c'est un noble ou pas. Et d'un autre côté, elle se dit non mais c'est forcément un noble, il a de l'éducation, voilà, il comprend ce que je dis, c'est forcément un noble, mais d'un autre côté, elle est pas sûre. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans le bal de Sceaux, c'est que c'est cette nana-là qui pourtant pourrait être détestable à tout point de vue, elle est présentée comme assez sympathique, même si voilà, elle se fait des idées et qu'elle se met des critères inaccessibles. Euh, Bah on se dit, enfin moi pendant toute l'histoire j'étais là, faites qu'il soit neuf, parce que s'il est pas neuf, je sais pas ce qu'elle va décider, est-ce qu'elle va pas le laisser tomber, ou... Et du coup ouais, on s'attache beaucoup à ce personnage-là. Et je trouve que dans Balzac, les personnages féminins notamment, sont des personnages assez attachants. Euh, voilà, même la fille un peu idiote, celle qui a fait le mauvais choix, une femme qui va tromper son mari ou parce que voilà, elle a une vie mondaine et qu'elle l'assume et que voilà, et que c'est comme ça, que c'était comme ça à l'époque pour certaines femmes, et ben elles sont pas mais présentées comme des pécheresses ou des mauvaises filles, et je trouve que voilà, c'est agréable à lire. Et puis on a aussi la morale à contre-courant par rapport à ce qu'on peut entendre de nos jours, puisque dans Balzac, voilà, il vaut mieux faire un mariage de raison qu'un mariage de passion, et qu'actuellement on nous dit qu'au contraire, non, il faut se marier par amour et qu'il faut pas se préoccuper du niveau social, de l'argent, de la stabilité. Et voilà, je trouve que c'est pas mal de lire un petit peu de contre-courant, même si j'adhère pas à tout ce que dit Balzac, il y a des choses auxquelles j'adhère absolument pas. Je pense que c'est pour ça que j'ai moins aimé en fait les deux suivantes, Mémoires de deux jeunes mariés, qui est épistolaire d'ailleurs, ce qui est très rare chez Balzac, et La Bourse, parce que j'adhérais pas trop à la morale. Les deux autres, enfin les deux premières dont je vous ai parlé m'ont plus fait réfléchir. Donc j'ai beaucoup aimé. Voilà, je sais pas quand est-ce que je lirai la suite. Il me reste plus que 24 tomes à lire, 23 puisqu'il y en a que j'ai déjà lu. Il y en a un que j'ai déjà lu. Mais voilà, j'aime beaucoup Balzac et ça me confirme à chaque fois mon idée. Ensuite, le dernier livre que j'ai lu, c'est Caleb, le tome 2, donc saison 2 Abigail, aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Donc, je vous avais présenté le tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé cette histoire d'un jeune garçon de 17 ans, il me semble, qui se découvre en fait empathe, c'est-à-dire qu'il se découvre en fait la capacité de ressentir les émotions des autres, notamment la colère, qui est celle qu'il maîtrise le moins et qui est un des sentiments les plus puissants. Et il va se retrouver traqué par un groupe en fait de militaires plus ou moins qui recherchent en fait tous ces enfants qui ont des pouvoirs un peu paranormaux, puisqu'il n'y a pas que son pouvoir à lui, pour les détruire ou pour les utiliser, enfin on sait pas trop. Et donc dans ce tome là, sans trop vous spoiler, c'est difficile de vous en parler, mais on retrouve donc ce héros là qui a complètement voilà, qui a pété un câble, qui décide que de toute façon il fera un peu maintenant il fait ce qu'il veut et puis il a pas trop à se préoccuper des autres, c'est d'abord lui. Quand on a un pouvoir comme le sien, c'est assez dangereux, il provoque
assez de choses plutôt graves. Et on a voilà, un autre personnage avec lui qui ont une relation particulière. J'ai bien aimé ce tome 2, franchement ça se lit super rapidement, c'est comme l'autre, voilà, c'est très vite lu. Par contre, il y a deux points en fait que j'ai reproché à ce livre-là par rapport à l'autre. Le premier point en fait, c'est la relation qu'a Caleb avec la jeune fille, qui est, enfin, c'est uniquement axé sur le désir, le sexe, l'envie de l'autre. Et du coup, je trouve que bah ouais, c'est cool, ils ont super envie de coucher ensemble, mais bon, c'est pas une relation saine et ça après quand on lit que il a pas envie de la quitter parce que il se voit pas, enfin ouais, il a pas envie de la quitter parce que voilà, il sait pas comment est-ce s'il arriverait à vivre sans elle ou je sais pas trop. On se dit ouais, mais c'est pas des sentiments qu'il a, c'est juste du désir. Donc voilà, cette ambiance omniprésente de désir et de sexe, c'est pas quelque chose qui m'a forcément plu. Bon après, faut savoir que, enfin, moi personnellement, hein, Caleb, c'est pas du tout le. Je crois que je l'avais dit en plus dans la vidéo précédente, mais Caleb, c'est pas du tout mon style de mec à la base, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que enfin voilà, les sentiments de désir et tout ça que peut avoir l'autre personnage m'intéresse, enfin voilà, me parle pas trop, puisque Caleb c'est le bad boys, voilà, le bad boys super beau gosse, qui a toutes les filles à ses pieds, mais qui est un peu méchant, et voilà, moi c'est pas du tout le style de mec que j'aime bien, mais bon, peu importe. Le deuxième point que j'ai reproché au livre, c'est que c'est un peu fouillis, quoi. Enfin, c'est pas que c'est fouillis, mais c'est que il y a tellement de retournements de situation et de en fait, non, je travaille pour un tel, mais en fait, non, je suis avec toi et en fait, je vais trahir un tel. Qu'à la fin, franchement, à la fin de ce tome-là, je sais plus du tout qui travaille pour qui et qui a trahi qui et qui a fait quoi. Je ne sais plus. J'attends le tome 3 pour avoir le dénouement final parce que je vais lire le tome 3 et il sort ce mois-ci en plus. Donc voilà, je sais que c'est une trilogie que j'ai envie de finir rapidement. Mais voilà, c'était les deux petits points que j'avais à reprocher à ce livre-là. Sinon, comme je vous l'ai dit, c'est une bonne lecture. Ça se lit rapidement et c'est assez original en plus comme idée. Voilà. Actuellement, je suis en train de lire Le cycle des robots, le tome 4, Face au feu du soleil d'Isaac Asimov. Donc j'en suis à plus de la moitié. Euh, c'est dans la collection J'ai lu, science-fiction. Voilà, dans les éditions J'ai lu, excusez-moi. Donc, comme je m'y attendais, c'est un roman, ce ne sont pas des nouvelles. C'est un roman qui est, bah, en fait, comme Les Cavernes d'Acier que j'avais lu, qui est le tome 3. Voilà, ça se rapproche beaucoup plus, on retrouve les mêmes protagonistes, sauf que là, on n'est plus sur Terre, on est sur Solaria, qui est une planète qui compte uniquement 20 000 habitants. Donc des terriens en fait qui ont colonisé d'autres planètes, mais qui ont coupé tous les ponts avec la Terre, donc qui vivent complètement séparés de la Terre. Et sur Solaria, il n'y a que 20 000 habitants, et il y a, je crois, 50 robots par habitant. C'est-à-dire que les robots en fait font toutes les tâches ingrates, et les humains ne font enfin voilà, que des trucs cool. Enfin, pour moi, ils se font chier toute la journée, mais bon, enfin, c'est un point de vue. Et notamment, ils ne se côtoient plus du tout puisqu'ils ont des espaces tellement grands pour les uns et pour les autres que en fait, ils ne se voient plus en vrai, ils ne se font que des conférences, enfin, ils se visionnent en fait. Et il y a un meurtre qui a eu lieu. Et donc, ils se demandent comment c'est possible puisque les gens ne se côtoient plus, les gens ne font que de se visionner à distance et que ça paraît impensable. Enfin, pour les Solariens, voir quelqu'un en vrai, c'est comme coucher avec dans notre culture actuelle, quoi. C'est quelque chose qui est tabou, dont ils parlent pas. Voilà, le fait de penser, de partager le même air que quelqu'un d'autre qui expulserait ces microbes en expirant, ça leur donne envie de vomir et donc du coup c'est impensable que quelqu'un
ait pu côtoyer quelqu'un d'autre, sauf par devoir. Et donc voilà, donc on est dans ce cadre-là qui est très très bizarre. Mais bon, j'attends toujours de savoir un peu ce qui a bien pu se passer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur les livres que je... Enfin, voilà, sur les livres que je vous ai présentés. S'il y en a qui vous ont plu, que vous avez lu, qui vous intéressent, si vous avez des questions. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao!